Voilà, Saveria, bonjour. L'actualité parlementaire ce matin. Bonjour à tous. Gérard Larcher assume, le président du Sénat assume la décision du bureau dans l'affaire Benalla, décision qui a déclenché une crise sans précédent avec l'exécutif. Il envoie néanmoins un message d'apaisement alors qu'Emmanuel Macron dénonce la démarche politique des sénateurs. Emmanuel Macron qui accueille le président chinois pour une visite officielle de 2 jours en France. Quels sont les enjeux de cette visite? Quel est le rapport de force politique entre Paris et Pékin? Nous poserons ces questions au président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Christian Cambon. Et puis au Sénat, la commission des lois continue ses auditions sur les violences à Paris du 16 mars dernier. Après Christophe Castaner et Bruno Le Maire, la commission entendra cette semaine les syndicats de police alors que l'acte 19 du mouvement des Gilets jaunes s'est déroulé sans incident majeur. Je vous le disais en titre, Gérard Larcher assume, le président du Sénat endosse la décision du bureau dans l'affaire Benalla. Décision qui a déclenché la fureur de l'exécutif. Gérard Larcher qui envoie néanmoins un message d'apaisement alors que la majorité présidentielle continue de crier au procès politique. Je vous propose de l'écouter. C'était lors d'un déplacement à Sciences Po Lille, déplacement auquel Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, devait se joindre et a annulé au dernier moment. Comment voulez-vous ne pas dire le droit? Je suis à Lille, une des élues de ce département, Madame Létard, a été rapporteure. Je peux vous assurer que l'approche qui a été celle du bureau n'a pas été une approche politicienne, n'a pas été une approche politique, que nous respectons l'expression des uns et des autres, mais que tout simplement, il fallait respecter l'ordonnance de 58, en tirer les conséquences sereinement, tranquillement. Il appartient à l'autorité de justice, nous ne sommes ni les juges, ni la commission des lois. Nous faisons confiance à l'autorité de justice et je pense que les choses seront examinées par elle. Voilà un discours d'apaisement alors qu'Emmanuel Macron lui-même a dénoncé la démarche politique des sénateurs. Cette décision du bureau du Sénat a déclenché, on le voit, une crise sans précédent avec l'exécutif. Le Premier ministre a notamment boycotté la séance de questions d'actualité. Le rappel des faits avec Fabien Recquer. Le Sénat n'a pas fait dans la demi-mesure. La justice est désormais saisie pour tous les collaborateurs d'Emmanuel Macron, mis en cause par la commission d'enquête dans l'affaire Benalla. Alexandre Benalla lui-même, Vincent Crase, mais aussi Patrick Stroda, le directeur de cabinet du président de la République. Tous les 3 sont suspectés de faux témoignages. Alexis Collère et le général Lavergne, chef du GSPR, voient également leur dossier transmis au juge, mais avec des réserves, les sénateurs n'ayant pas assez d'éléments pour les soupçonner de parjure. La justice tranchera. L'affaire a en tout cas achevé d'envenimer les relations entre le Sénat et l'exécutif. Jeudi, Édouard Philippe boycottait les questions d'actualité au Sénat, laissant les membres du gouvernement tirer à boulet rouge. Au fond, à l'issue de cette procédure, les masques tombent. On est dans une instrumentalisation à des fins politiques. Dans la foulée, c'est le président de l'Assemblée nationale qui annulait via communiqué un déplacement prévu avec Gérard Larcher à Lille. Derrière l'exécutif, c'est donc toute la majorité présidentielle qui prend le Sénat pour cible. Imaginez qu'on peut utiliser les institutions pour mettre à l'index des collaborateurs sur la base non pas de faits, mais de suspicions. C'est pas au niveau. Le Sénat donne en spectacle la démocratie et qu'on l'accepte pas. Des critiques rejetées en bloc au Sénat. La Haute Assemblée se veut plus que jamais dans son rôle de contre-pouvoir. Voilà, et maintenant on passe à l'œil de la deuxième interview politique de cette émission dans un instant. Bonjour Jean Garrigue, professeur d'histoire politique. Merci de nous éclairer ce matin sur ce plateau. Bonjour Jean Garrigue, merci d'être là. On va revenir avec vous bien sûr sur ce bras de fer entre le Sénat et l'Élysée à propos bien de cette décision du bureau du Sénat dans l'affaire Benalla. Les sénateurs ont donc saisi la justice car ils soupçonnent 3 collaborateurs du président de faux témoignages devant la commission d'enquête. L'Élysée parle d'agression politique, de démarche politique. Selon vous, qui a raison ? Tout le monde a un peu raison dans cette affaire. Simplement, il est assez logique que le bureau du Sénat ait suivi le rapport de la commission d'enquête. Et il est aussi logique que le Sénat joue son rôle de contre-pouvoir et son rôle de contrôle. Alors c'est vrai qu'on peut discuter sur l'étendue, le périmètre de ce contrôle par rapport à l'Élysée, puisque ce contrôle, a priori, est plutôt un contrôle qui doit s'exercer vis-à-vis du gouvernement,
Voilà, sur l'action du gouvernement. Sur l'action du gouvernement. Ça peut poser un problème d'interprétation constitutionnelle. Il y a un deuxième problème qui peut se poser, c'est celui des incriminations, c'est-à-dire de ce qu'on reproche à Patrick Stroda et ainsi qu'à Alexis Collère. On voit que c'est pas pareil pour les deux, mais pour Patrick Stroda, c'est peut-être sujet à interprétation. Et puis, évidemment, il y a aussi le fait que, on ne peut pas s'empêcher de penser que la majorité politique du Sénat et la majorité du bureau est une majorité hostile, en tout cas d'opposition. Et donc, il y a une dimension politique. Mais si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, je pense que par rapport au fonctionnement de nos institutions, à la légitimité de la démocratie représentative, c'est plutôt une bonne chose que le Sénat soit intervenu, qu'il ait montré à quel point c'était important qu'il y ait ce contre-pouvoir. Donc, si vous voulez, si on prend un peu de recul, je donnerais plutôt raison au Sénat. Un Premier ministre qui boycotte les questions d'actualité, c'est plutôt inédit. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière en mesure de rétorsion. Ouais. Comment vous qualifiez néanmoins ce qui se passe? Est-ce que c'est une crise politique majeure? Pour moi, ce n'est pas une crise politique majeure. Je prends un petit peu de recul là, par rapport à ce qui se passe. Il y avait une crise politique majeure de 1962 à 1969 quand aucun des ministres du général de Gaulle ne se présentait devant le Sénat parce qu'il y avait eu ce qui s'était passé en 62, le cartel des noms, Gaston Monnerville, la forfaiture. Là, on était vraiment dans quelque chose de fort et d'ailleurs qui s'est mal terminé pour le général de Gaulle. Aujourd'hui, on est dans une péripétie périphérique à l'affaire Benalla, qui, je le répète, participe, si on prend un peu de recul, de cette réorganisation finalement des pouvoirs sous la Ve République, qui marque justement cette volonté du contre-pouvoir sénatorial, du contre-pouvoir parlementaire en général, de reprendre un peu de force. Et au fond, si on voit ce qu'est l'opinion des Français par rapport à leurs chambres, par rapport à leurs assemblées ou par rapport aux parlementaires, je le répète, c'est plutôt une bonne chose de voir qu'ils sont là et qu'ils existent. Jean Garrigue, vous parlez de péripéties périphériques. Oui. Néanmoins, si cette crise, alors pas cette guerre, mais si cette crise s'installe entre l'Élysée, entre l'exécutif et le Sénat, quelles peuvent être les conséquences politiques? Notamment, est-ce que ça peut bloquer le projet de révision constitutionnelle qui devrait reprendre en juillet, hein? C'est ce qu'on... Alors, moi j'observe que Gérard Larcher, qui est quand même le grand ordonnateur et celui qui tempère ce qui se passe au Sénat, joue une carte qui est plutôt la carte de l'apaisement. Il a expliqué pourquoi le bureau s'était déterminé de cette façon, que ça n'était pas politicien, etc. etc. Donc il est certain que ce qui se passe en ce moment, dans la coulisse, c'est une négociation entre l'Élysée et notamment le Sénat, sur un certain nombre de points majeurs de la révision, notamment à savoir la réduction du nombre la réduction du nombre des parlementaires et peut-être aussi la durée des mandats dans le temps, le nombre de mandats dans le temps. Donc sur ces deux points-là, il y a une négociation qui se fait. Donc finalement, tout le monde a quand même intérêt à se rapprocher, parce que sinon, effectivement, on peut aller vers une impasse. Dernière question, est-ce qu'on peut penser qu'Emmanuel Macron peut décider de faire payer cette décision au Sénat? On se rappelle que dans sa lettre aux Français en janvier, Emmanuel Macron parlait de transformer le Sénat. Donc est-ce qu'il peut se dire, voilà, ça sera une décision politique, est-ce qu'il peut décider de faire payer ça au Sénat? Mais la réponse est dans notre question, parce que ce serait une énorme erreur politique. Ça apparaîtrait justement comme une sanction par rapport à ce qu'a été simplement l'exercice d'un contre-pouvoir. Donc ça n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est que la négociation sur la réduction du nombre des parlementaires soit un peu plus difficile que prévu. Ça c'est certain, parce que les sénateurs demandent que la réduction soit moins forte que ce qui est initié par Emmanuel Macron. Là, il peut y avoir des tensions, mais il faut penser aussi, et c'est ce que nous montre la crise des Gilets jaunes, qu'il y a une fracture territoriale et que dans ce contexte, si vous diminuez le nombre de parlementaires, vous éloignez le parlementaire des territoires. Et c'est sans doute pas ce dont a besoin aujourd'hui le pays. Emmanuel, ce que vous nous dites, c'est qu'Emmanuel Macron a compris à travers aussi la crise des Gilets jaunes qu'il a besoin du Sénat, qu'il a besoin de cette représentation des élus locaux. Mais ça me paraît très clair. Il en a besoin d'abord parce qu'il y a cette fracture territoriale et il en a besoin aussi parce que pour faire passer la révision constitutionnelle, il aura besoin du Sénat. Merci beaucoup Jean Garrigue. Merci beaucoup. Merci pour cette
cet éclairage. On va continuer avec le reste de l'actualité, notamment tapis rouge pour le président chinois. Xi Jinping est en France pour une visite officielle de 2 jours. Le président chinois et son épouse ont dîné hier avec le couple Macron. Dans une interview donnée à Nice Matin, Emmanuel Macron revient sur les enjeux de cette visite. Il dit vouloir donner une image positive de la France. Je vous propose d'écouter Éric Woerth qui était notre invité à l'instant. Il faut qu'elle soit totalement plus ferme. Mais tous les Européens ne sont pas d'accord là-dessus. Demandez aux Allemands, qui exportent énormément vis-à-vis de la Chine, ils ont une position plus mitigée. Hein. Donc, mais la vérité, c'est que sur les années qui viennent, il faut une fermeté. En tout cas, il faut juste accepter d'un côté ce qu'on accepte de l'autre et refuser d'un côté ce qu'on refuse de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut faire du protectionnisme si la Chine continue à ne pas ouvrir sa marché à l'Union européenne. Il faut se protéger des inégalités de relations, donc de l'asymétrie des relations. C'est vrai pour les marchés publics. Alors, ça avait un sens à une époque, parce que la Chine n'était pas dans l'état de développement qu'elle connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, ça en a moins. Et on voit bien qu'ils privilégient aujourd'hui plutôt les accords bilatéraux que les accords multilatéraux qui ne leur conviennent pas toujours. Voilà, dans un instant, eh bien, c'est le face-à-face. À tout de suite. Merci d'être là. Christian Cambon, vous êtes le sénateur LR du Val-de-Marne, mais vous êtes surtout le président de la commission des affaires étrangères au Sénat. Et merci d'être sur ce plateau. Et de la défense. Et de la il ne faut pas l'oublier, de la défense. Voilà. Et vous serez ce soir, à ce titre, au dîner d'État, au dîner officiel à l'Élysée, en l'honneur du couple chinois, du président chinois Xi Jinping. Alors justement, le président qui est en France pour une visite officielle de 2 jours. Quels sont les enjeux de cette visite? Est-ce qu'ils sont avant tout économiques, stratégiques ? Ils sont politiques, ils sont économiques et stratégiques. Ils sont politiques au sens où la France, membre du Conseil de sécurité, qui est quand même la 5e plus grande puissance du monde, doit évidemment entretenir avec la Chine des relations particulières. Alors je pense effectivement que ce voyage s'inscrit dans un contexte économique. Je rappelle que lorsque le président de la République était à Pékin en janvier de l'an passé, il avait souhaité cette relation étroite et il s'était du reste engagé lui-même à venir une fois par an, ce que fait du reste Mme Merkel depuis longtemps. Là, nous accueillons le président chinois. Alors, je pense qu'il y a un contexte économique plus particulier qui est celui des routes, de ces fameuses routes de la soie, car derrière cette très belle appellation, il y a des réalités économiques qui interpellent et la France et l'Europe d'une manière générale. Néanmoins, sur l'aspect stratégique, sur le rapport de force politique, Emmanuel Macron, dans une interview parue aujourd'hui dans Nice Matin, dit que la relation entre la France et la Chine, c'est un des éléments de recomposition d'un nouveau multilatéralisme. Il faut définir en commun un nouvel ordre international. C'est ça aussi que cherche à faire Emmanuel Macron à travers cette relation avec la Chine ? Oui, le multilatéralisme, c'est quelque chose d'important. Il a subi beaucoup d'à-coups ces derniers temps. Les grandes puissances veulent dialoguer d'égal à égal. Or, le multilatéralisme, c'est important pour résoudre un certain nombre de crises, mais aussi pour essayer de retrouver une sorte d'équilibre économique mondial. On sait que la Chine a une vitalité économique très importante, qu'elle a besoin d'écouler ses produits, mais... Et là, j'accompagne tout à fait le propos du président de la République. Il faut que ces échanges soient équilibrés. Il ne faut pas que les trains des routes de la soie reviennent à vide vers la Chine. Et donc là, il y a un dialogue à mener. Et j'ai trouvé que c'était une initiative assez fondée d'y associer demain, je crois, après-demain, oui, Angela Merkel et le président de la Commission européenne, pour essayer de remobiliser un petit peu les forces européennes, car on voit bien qu'il y a des langages un peu différents selon les pays. Christian Cambon, un autre sujet que vous connaissez particulièrement bien dans le reste de l'actualité internationale, c'est la fin du califat de Daesh, de l'État islamique, qui a été proclamé ces derniers jours par les forces arabo-kurdes. Est-ce que c'est une victoire cruciale et définitive, j'allais dire ? La victoire, elle est définitive sur le plan géographique, c'est-à-dire que ce qui faisait la force du califat, c'était de tenir l'équivalent du Portugal. Enfin, il tenait un véritable État avec près de 10 millions d'habitants. Ça, c'est terminé. Ceci posé, tous les renseignements montrent amplement qu'une partie de tous ces gens, de tous ces terroristes, se sont évanouis dans la nature et qu'ils risquent de ressortir
ou sur place, ou pire encore, chez nous en Europe. Il y a toujours une capacité de nuisance. Il y a toujours une capacité de nuisance, on le voit, on vient de le voir de manière tragique en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que chaque pays est maintenant directement interpellé. Et donc, il faut très vite qu'une solution politique en Syrie intervienne pour que, un peu à l'image de ce qui est en train de se passer en Irak, on puisse stabiliser les choses et véritablement continuer cette lutte sporadique mais réelle contre les groupes terroristes armés qui peuvent demain venir chez nous, comme ils l'ont montré tragiquement dans le passé. En France, l'actualité ce week-end, c'était les manifestations des Gilets jaunes, l'acte 19, un acte 19 sous contrôle, avec notamment la décision du gouvernement d'employer les forces sentinelles lors des manifestations pour faire une mission de maintien de l'ordre. Bruno Retailleau, le chef de file de la droite sénatoriale, nous dit c'est une grave faute. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense du Sénat? Je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste proportion. Les forces sentinelles fonctionnent depuis des mois, depuis le quinquennat de M. Hollande, pour lutter contre le terrorisme. Ce sont nos soldats, ils sont armés comme des soldats pour aller se battre contre des terroristes. Et donc il est hors de question, il est impensable, il est inimaginable de faire en sorte d'utiliser nos forces armées contre des manifestants à partir du moment où on n'est pas en état de guerre, on n'est pas en état qui nécessiterait l'intervention de l'armée, qui n'est du reste absolument pas préparé à ça. Alors je crois que un ministre du gouvernement a voulu faire un peu de communication en parlant de Sentinelle, mais Sentinelle, sur les 18 week-ends précédents, Sentinelle était déjà, protégeait déjà les lieux publics sans qu'on en parle. Ils étaient déjà dans les gares. Dans l'aéroport d'Orly, dans mon département, ils sont là et ils n'ont jamais varié. Et il était hors de question de les mettre à contribution. Donc, selon vous, il est faux de dire que les forces sentinelles étaient là particulièrement ce samedi. Mais bien sûr, du reste, rien ne le justifie. La ministre a déclaré autant de fois qu'on lui a demandé qu'il n'y avait absolument pas d'accroissement des effectifs, que l'on ne changeait absolument pas la destination de ces soldats. Et du reste, les faits ont montré hier qu'il n'y avait eu aucun contact ni quoi que ce soit. Et elles ne sont pas là pour faire du maintien de l'ordre? Surtout pas, parce que si jamais elle faisait du maintien de l'ordre, c'est un autre armement, c'est une autre préparation, et du reste, les soldats eux-mêmes, de ce que j'ai entendu, s'y refuseraient. Christian Cambon, pour terminer, j'aimerais vous entendre sur la crise entre le Sénat et l'exécutif depuis jeudi dernier, depuis cette décision du bureau du Sénat de transmettre à la justice les cas des collaborateurs d'Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla. Comment vous qualifiez ce qui se passe, ce qui s'est passé, la décision du Sénat? Est-ce que c'est une décision politique ou est-ce qu'au contraire, le Sénat n'a fait que suivre le droit dans cette affaire? Le Sénat n'a fait que suivre le droit. Le Sénat est là pour exercer les compétences que la Constitution lui confie, et notamment le contrôle de l'exécutif. Qu'est-ce qui a motivé? Il faut revenir à l'origine des choses. Qu'est-ce qui a motivé toute cette affaire? C'est la prise de conscience qu'autour du président de la République, la sécurité, qui est quand même essentielle autour du président de la République, n'était pas assurées dans les conditions optimales, et elles avaient cette sécurité avait commencé à être organisée par quelqu'un qui n'en avait ni le droit ni les compétences. C'est comme ça que les choses ont démarré. Oui, mais néanmoins, aujourd'hui, est-ce que vous craignez les conséquences politiques de ce qu'il se passe, des tensions entre le Sénat et l'exécutif? De mon point de vue, ce n'est pas une crise, c'est un incident. Les choses vont revenir à leur juste place. Qu'est-ce qui a été fait sur M. Benalla et son collègue M. Kras et peut-être le directeur de cabinet du président de la République? On pense effectivement qui n'ont pas dit la vérité. C'est très grave. Si les commissions d'enquête, si on se met à mentir devant les commissions d'enquête du Parlement, c'est même plus la peine qu'il y ait de commission d'enquête, et à la limite, il n'y aurait plus besoin de Parlement. Il faut véritablement que les gens qui jurent soient là pour dire la vérité. Et en ce qui concerne le secrétaire général et le général commandant, le commandant l'Élysée, on dit simplement à la justice: regardez de votre côté s'il n'y a pas eu manquement. Mon Dieu, c'est du contrôle parlementaire comme on en fait régulièrement. Et moi, je peux avoir de bonnes relations avec des ministres et les titiller quand je vois que les engagements ne sont pas tenus ou qu'on ne dit pas la vérité. Ça arrive. Pour terminer, Christian Cambon, un mot sur une affaire. Je sais que vous voulez vous exprimer là-dessus. La décision du ministère de l'Éducation nationale de retirer la bataille de Verdun des manuels scolaires dès la rentrée prochaine au profit de la bataille de la Somme. Marine Le Pen, Valérie Pécresse
donc beaucoup de responsables politiques divers, dénoncent un choix qui offense la mémoire des poilus. Donc c'est au profit de la bataille de la Somme qu'elle jugeait plus internationale. Quel est votre sentiment là-dessus? Quand j'ai lu ça, j'étais vraiment stupéfait. Je participe en tant que président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à de nombreuses cérémonies de mémoire. On l'a fait tout au long de ces années, en 2016, 2017, 2018, il y en aura cette année. Je ne comprends jamais qui se permet de revoir, de revisiter les programmes que l'on enseigne à nos enfants. La bataille de Verdun, c'est consubstantiel à notre mémoire, à notre conscience de citoyens, de Français, à notre nation. Alors, le ministre Blanquer a dit qu'il n'en était rien, qu'on allait revoir, mais je ne sais pas qui se permet de choisir pour nos enfants, des centaines de milliers d'enfants, de dire ce qu'il faut apprendre et ce qu'il ne faut pas apprendre. Donc je pense que c'est une erreur de communication, j'ose le croire, car si c'était vrai, ce serait évidemment gravissime. Merci. Christian Cambon, je le disais tout à l'heure, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, vous avez dit pendant la première question de Saveria, la France, 5e plus grande puissance du monde, à propos de la visite d'État du président chinois. Toujours 5e, vous savez bien qu'on entend dire qu'on est la 7e. Qu'en est-il? Et vous vous basez sur quoi pour dire ça? Moi, j'ai toujours appris toute ma vie, j'ai passé toute ma vie, tout mon engagement politique à parler de la 5e puissance du monde. Alors, il est vrai malheureusement que si l'on incorpore notre endettement, nos difficultés financières, notre balance des paiements, la balance commerciale, etc. Bon, je pense, hélas, qu'il y a des pays qui sont en train de nous tailler des croupières. Alors moi, j'invoque la 5e puissance parce que je rêve que nous redevenions la 5e puissance. Par patriotisme. Voilà, mais croyez bien que j'ai totalement compris, car je voyage à l'étranger, qu'on est un peu passé 6e, et j'ose pas dire 7e, ce serait vraiment pire que tout. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous. Merci à vous encore. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat. Voilà, alors dès demain, la séance reprend avec notamment bien sûr l'examen du projet de loi sur les mobilités. C'est demain en séance à 14h. Et puis demain également, entre temps fort du Sénat, la prochaine séance de questions d'actualité, c'est à 16h47. 16h45, c'est à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne bien sûr. Et enfin, mercredi à 14h45, la commission des lois du Sénat continue ses auditions sur les violences à Paris le 16 mars dernier. Après les ministres Christophe Castaner et Bruno Le Maire, la commission entendra tout l'après-midi les syndicats de police, puis Éric Morvan, le directeur général de la police nationale. Merci Saveria. Dans un instant, c'est la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale entre autres. À tout de suite. Merci encore. Merci. On commence cette revue de presse avec Nice Matin et bien sûr l'interview exclusive obtenue par Denis Caro, le directeur de rédaction de la rédaction de Nice Matin, hier soir à l'aéroport avant qu'Emmanuel Macron ne quitte Nice. Saveria. Longue interview sur les enjeux politiques et économiques de cette visite du président chinois en France, enjeux touristiques également, alors que c'est très symbolique puisque cette visite a commencé par la Côte d'Azur avant un grand dîner d'État ce soir à l'Élysée. La relation entre la France et la Chine est un des éléments de recomposition d'un nouveau multilatéralisme, dit Emmanuel Macron. Il faut définir en commun un nouvel ordre mondial. Interview dans laquelle le président revient également sur la manifestante blessée à Nice samedi. Quand on est fragile, on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Il faut avoir un comportement responsable. Le président de la République qui souhaite un prompt rétablissement à cette manifestante de 73 ans, mais aussi une forme de sagesse. Et à la une du Dauphiné, libéré, le Brexit et nous, tout un programme. Toujours une immense incertitude autour du Brexit. Londres a été samedi le théâtre d'une manifestation monstre pour réclamer un nouveau référendum sur le Brexit. Les entrepreneurs de la région sont inquiets. Droits de douane, formalités administratives. Le retrait aura des conséquences importantes. 30% des entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes sont directement concernées. Et puis à la une de Paris, Normandie, la face cachée des EHPAD, Saveria. Course au profit, manque de personnel, c'est un grand dossier sur les EHPAD à lire aujourd'hui dans Paris-Normandie. Un ancien directeur d'EHPAD notamment témoigne des conditions de vie des personnes âgées dans ces établissements où la recherche de rentabilité peut prendre le pas sur le bien-être et la qualité de l'alimentation. Par ailleurs, un rapport sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes sera remis jeudi à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui promet de passer à l'action avant la fin de l'année.
Christophe Bouillon, qui est député socialiste de la Seine-Maritime, a passé notamment, vous pouvez le lire, dans Paris-Normandie, une journée d'immersion dans un EHPAD à Pavilly. Selon lui, on n'échappera pas à la question des moyens humains pour soulager des professionnels soumis à des rythmes de travail élevés. Voilà, et on termine avec la Voix du Nord et la fin des CRS sauveteurs en été sur les plages. Les maîtres nageurs et les sauveteurs CRS vont-ils abandonner la surveillance des plages en été? Les policiers chargés de surveiller, de sécuriser des plages jugées dangereuses et très fréquentées l'été coûteraient trop cher. C'est la Cour des comptes qui le dit. Depuis 2016 et les attentats, les maîtres nageurs sauveteurs, les MNS, sont dotés d'un sac étanche qui contient un pistolet automatique pour répondre à d'éventuelles attaques terroristes. Chaque année, le nombre de ces CRS déployés sur nos côtes diminue. L'inquiétude grandit. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a confirmé le maintien du dispositif pour 2019, mais les syndicats espèrent que ce ne sera qu'une année, pas qu'une année de sursis. Voilà, donc à voir l'année prochaine. Merci Saveria. On vous retrouve demain pour l'actualité parlementaire de cette émission. Bonne journée à vous, merci. Très bonne journée, à demain. On continue, dans un instant c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, dans tout le pays, mais également dans les départements français d'outre-mer. Puis ensuite c'est le Zap Matin de Christophe Combarieux, qu'on va regarder ensemble. Là c'est ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin et hier soir dans les journaux télévisés et les émissions politiques. Et puis on se retrouve après. À tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Pour cette 19e journée de mobilisation des Gilets jaunes, un seul mot d'ordre, la fermeté. Une stratégie payante selon le ministre de l'Intérieur, malgré quelques tensions. Hier, c'était une démonstration claire, qu'avec des consignes claires sur toute la ligne de hiérarchie et avec des moyens adaptés, on arrive à concilier le droit de manifester et la sécurité dans notre pays. On va quand même pas applaudir des deux mains pour se dire qu'enfin, après 19 semaines, il y a eu une manifestation qui s'est plutôt bien passée, même si, encore une fois, il faut penser à cette personne qui a été blessée à Nice. Aux alentours de 11h, place Garibaldi, les CRS décident de charger pour disperser la soixantaine de manifestants présents. Geneviève Leguet, 73 ans, vient d'être heurtée par un CRS. Elle se retrouve au sol, le visage en sang. À chaque fois qu'il y a des incidents de ce type-là dans les manifestations, il faut les éclaircir. Il y a d'ailleurs à chaque fois des enquêtes qui sont en cours. Je pense que c'est juste de le faire comme ça. C'est sain pour notre démocratie. Donc là aussi, il faudra en connaître toutes les modalités, toutes les circonstances. Mais je veux ce matin adresser, moi aussi, mes souhaits de rétablissement à cette personne-là. On voit souvent M. Castaner et on oublie ensuite le bourreau, c'est Mme Belloubet. Avec la garde des Sceaux. Oui, la garde des Sceaux, qui a donné personnellement des consignes de fermeté, qui s'est présenté dans un tribunal. Jean-Luc Mélenchon, il cherche l'escalade des violences. Jean-Luc Mélenchon, il aimerait, je pense, qu'on ait un accident grave dans une manifestation. Si quelqu'un venait à décéder dans une manifestation, je ne suis pas sûr qu'il le regretterait. En tout cas, je pense que ça servirait, sa course à l'escalade et sa course à l'instrumentalisation. Monsieur Attal fait le numéro des robots de la République En Marche. On leur met une feuille avec des trous, vous savez, comme dans un piano mécanique, et ils débitent leurs arguments de langage. Chaque fois qu'il y a un nouveau président français qui est élu, il prend son avion pour Berlin, pour Bruxelles, et c'est terminé. D'ailleurs, qu'est-ce que dit M. Juncker? Il dit « la démocratie ne peut pas aller contre les traités ». Et que dit Mme Merkel? Il dit finalement, la démocratie doit se conformer au marché. Voilà. Avec le calme et l'authenticité. Les deux chefs d'État, dans ce cadre somptueux, face à la mer.
Je peux ressentir la tranquillité. Je me sens très à l'aise. Et bienvenue. Il faut que l'État stratège, soit capable de protéger notre économie avec une stratégie industrielle qui soit nationale. Il y a un décret, par exemple, le décret Montebourg, qui permet notamment de protéger nos entreprises stratégiques, nos secteurs stratégiques, en empêchant leur vente à des intérêts étrangers. Il faut aujourd'hui renforcer ce décret et faire du protectionnisme et du patriotisme économique. Voilà, fin de notre émission pour aujourd'hui. Demain matin, c'est Aurore Berger qui sera notre invitée politique dans Territoire Sénat en direct. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous et à demain. Au revoir.